Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien à votre première émission Apprendre à vivre heureux. Ici, votre animatrice Estelle Borgia. Je suis coach de vie spécialisée en développement de l'intelligence émotionnelle. Je suis accompagnée de mon ami Sébastien qui va s'occuper du côté technique, qui va apporter bien sûr cette petite touche masculine à cette émission. Alors bonsoir Sébastien. Bonsoir mon ami, comment ça va? Moi, ça va très bien. Peut-être un peu nerveuse pour la première émission, mais on va apprendre à gérer nos Gérer notre stress? Oui, gérer notre stress. Effectivement, ça fait partie des thèmes qu'on va aborder. Alors, tout au long de nos émissions, on va aborder plusieurs thèmes là, concernant ou associés au bonheur. On va donner des outils concrets, on va expliquer des moyens pour vous aider là, à comprendre et améliorer votre vie émotive et apprendre à vivre plus heureux. Alors, nous allons aller, bien sûr, avant d'aborder notre thème, nous allons aller à la pause musicale et nous allons au 103.1 à votre émission hebdomadaire Apprendre à vivre heureux avec Sébastien et Estelle. Alors, ce soir, nous allons aborder, bien sûr, le thème du bonheur, mais sur la vision de comment se fait-il que tant de gens qui vivent des dépressions, des gens qui vivent autant de suicides, autant de personnes consomment abusivement drogue, alcool, mangent et achètent de façon compulsive. Alors, c'est ce thème-là, Sébastien, qu'on va aborder ce soir. Oui. Alors, est-ce que tu peux remarquer, Sébastien, que depuis des siècles, l'humain a fait des progrès exceptionnels? L'humain a développé des technologies extraordinaires. On a permis de découvrir des dimensions, bien sûr, insoupçonnées là, de l'espace et des mers. Mais au niveau vraiment de la médecine, aussi, on a fait des progrès et aujourd'hui, on guérit là, des maladies incurables qui étaient pas si longtemps. Ils sont plus incurables si on les guérit. Oui, aujourd'hui, on les guérit davantage. Alors, mais concernant ce qu'on appelle la santé mentale, on voit que l'évolution est très modeste de ce côté-là. Alors, comme je disais tantôt... Non seulement de santé mentale, mais juste l'hygiène mentale quotidienne que chaque personne peut s'occuper de toute seule. C'est comme un sujet négligé qu'on aborde pas régulièrement. Effectivement. On n'ose pas trop parler de la santé mentale. Quand la personne souffre, elle va avoir plutôt tendance à s'isoler. La personne va avoir tendance plutôt, de par son mal-être, aller à consommer des drogues, à consommer de l'alcool. Et à partir de là, la personne va avoir de la difficulté à fonctionner parce que bien souvent, il y a des compulsions qui s'installent. Puis ces compulsions-là, bien sûr, c'est pour apaiser le mal-être intérieur. Alors, est-ce que tu crois, Sébastien, que prendre un petit verre de temps en temps ou mettre un petit d'œuf dans la machine, ça fait du tort à quelqu'un? Ben, c'est vraiment complexe comme question. Parce que je dirais qu'il y a là un problème sous-jacent. Okay. Prendre un petit verre de temps en temps, c'est pas mal en soi, mais c'est que ça apporte une habitude qui mène à l'alcoolisme. Et l'alcoolisme devient un second problème qui est difficile à gérer. Les gens qui prennent un petit verre pour le plaisir, ils ne le prennent pas dans le but de devenir alcoolique, mais le fait d'associer mon plaisir à mon petit verre de fait que je vais en prendre régulièrement pour mon petit plaisir et je me crée un immense problème. Ça, c'est ma vision à moi. Oui, mais effectivement, Sébastien, quand les gens vont consommer de façon abusive, bien souvent, si ça devient compulsif, ça veut dire que les gestes sont répétés puis que ça entraîne des conséquences négatives. À partir du moment où l'individu a une souffrance intérieure, bien sûr que cette souffrance peut porter à consommer de façon abusive de l'alcool ou des drogues. Alors, c'est dans ce sens-là que ce soir, on va regarder, on parle bien plus là, du malheur que du bonheur. Oui, mais apprendre à gérer notre malheur, ça nous aide à être heureux, non? Oui, mais comment on peut gérer notre bonheur, là, c'est ça, parce qu'on parle du bonheur, on parle du stress. On sait, le stress est la maladie du siècle. C'est une maladie qui est vraiment très difficile à vivre. Puis c'est facile aussi d'aller voir son médecin et de se faire prescrire là, la petite pilule de bonheur. Oui. Et là, moi, je crois que la petite pilule, elle guérit rien.
Tout à Elle fait. répare rien à l'intérieur de nous. Elle soulage, Oui. elle gèle, elle soulage temporairement, et que ce soit du Prozac, du Xanax ou autre Effexor, médication. n'importe quel, oui. Exactement. Ça change absolument rien au bout du compte, à mon avis. Effectivement. Parce que ces médicaments-là, Sébastien, ne sont pas sans danger. Ah non. Il est facile pour une personne qui vit un sentiment douloureux, qui vit des émotions intenses, c'est facile pour cette personne de aussi s'auto-médicamenter. Oui, la même chose que l'alcoolisme ou le jeu ou n'importe quel plaisir compulsif. Exactement. Et cette automédicamentation fait en sorte que la personne veut se sentir mieux. Mhm. Puis en plus, est-ce qu'on peut penser que plus on a ces médicaments dans nos pharmacies, plus ça devient facile et accessible pour nos jeunes de les prendre pour, à leur tour, soulager leur pression. Ces jeunes sont malheureux aussi et c'est facile pour eux de... Je pense qu'il y a une acceptation sociale qui fait que ça devient normal aujourd'hui d'utiliser ces médicaments-là. On les prescrit facilement pour un peu n'importe quelle raison. Et là, ils sont accessibles à tout le monde, n'importe quand, n'importe où. À mon avis, il est là le gros problème. Si on en offrait moins aux gens, il y en aurait moins qui traîneraient dans les pharmacies à la maison. Se surmédicamenter serait beaucoup plus difficile. Mais si on va à la base, si on ne prend pas de médication, on va peut-être prendre d'autres moyens. Et la base de tout ça, c'est apprendre à gérer nos émotions. Absolument. Si on apprend à gérer nos émotions, on va avoir moins besoin de se geler, alcool ou drogue ou autre médication, comme tu disais tantôt. Absolument. Okay. Mais le fait de socialement trouver ça acceptable, banal, ça l'aide pas à se conscientiser sur le problème que ça peut créer. Exact. Mais c'est très banalisé. Oui, c'est accepté partout aujourd'hui. Effectivement. Mais c'est la pilule miracle. Les gens vont dire, ah, je prends ça parce que c'est la bonne chose, ça me soulage, ça m'évite d'être de mauvaise humeur. Et là, ce qu'on pourrait peut-être regarder, la question qui est peut-être pertinente, là, c'est est-ce qu'on peut faire une distinction entre le plaisir et le bonheur? Ah ben oui. OK. Toi, Oui. comment tu fais la distinction entre le plaisir et le bonheur? Ben, je dirais le bonheur, c'est un état intérieur qui vient avec la congruence entre ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur et dans mon entourage, être en harmonie avec ce qui m'entoure. Le plaisir, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être très, très momentané. Exactement. On voit que le plaisir, la plupart du temps, là, c'est de courte durée. OK? Le plaisir, lui, est associé à une émotion qui s'appelle l'amour. Lorsqu'on aime quelque chose, on ressent le plaisir. Oui, une euphorie. Oui, ben ça peut être euphorique, mais le plaisir peut être aussi ça peut être une petite occasion dans une journée. Recevoir une marque d'affection, une marque de tendresse. C'est bien sûr à ce moment-là, quand ça fait de notre affaire, qu'on apprécie, c'est une occasion de plaisir. Et savais-tu que dans la journée, on peut, si on fait attention, avoir plusieurs occasions pour pouvoir justement avoir un certain plaisir. Ben oui, et le plaisir, c'est pas un anti-bonheur non plus. C'est juste un n'est pas l'autre, c'est tout. Mais avoir plusieurs plaisirs, ça facilite le bonheur aussi, dépendamment des plaisirs qu'on choisit. Très juste. Alors, si on peut se procurer du plaisir à, exemple, recevoir un compliment, avoir une conversation agréable avec un ami, alors, ou tout simplement s'acheter le morceau de linge ou l'objet qu'on a désiré, alors ça procure justement un plaisir. Mais savais-tu qu'on peut aussi se procurer du plaisir par les sens? Oui. OK. Totalement. Alors, on va parler à ce moment-là les plaisirs qu'on peut ressentir en écoutant de la musique, en recevant un massage de détente. Alors, bien sûr que ça va nous procurer une sensation intérieure de plaisir. On peut faire aussi de la peinture, faire une action, un geste qui va nous rapporter un plaisir. Bien souvent, ça peut être dans des petites choses. C'est vraiment pas ma chose que je vais dire, mais moi, j'adore faire des gâteaux. Moi, mon plaisir, c'est ça.
Tu en fais fais des gâteaux. d'excellents, d'ailleurs. Parce que j'en fais beaucoup. Tu en fais des excellents, d'ailleurs, des gâteaux. Je peux le Qui dire. sont juste la preuve que de petits plaisirs peuvent être quotidiens, qui peuvent être faciles et abordables si on est conscient qu'on a du plaisir. Mais là, on tente à ce moment-là de se conscientiser des petites choses pour justement avoir ce plaisir-là. Oui, mais en profiter pleinement, consciemment. Effectivement. En plus, savais-tu, Sébastien, que cette émotion-là de plaisir, cette émotion d'amour et le plaisir, ça va nous sécréter une hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. Oui, madame. Parce que cette hormone s'appelle la sérotonine. Cette sérotonine-là, c'est une molécule qui signale la présence du plaisir dans notre corps. Alors, imaginons qu'on peut même sécréter cette hormone en se remémorant des choses qu'on a aimées. Supposons qu'on a eu un projet qu'on a réalisé, on a atteint un but dans le passé. Bien, juste le fait de s'asseoir et de remémorer ce souvenir cet instant-là, cette occasion-là. Ça va stimuler, sécréter la sérotonine. En fait, c'est nos idées toujours qui nous ramènent là. Exact. Quand je pense à ce qui s'est passé v'là 6 ans, v'là 10 ans, ou hier, ou ce qui va arriver demain, c'est toujours mes pensées. Okay. C'est mes pensées qui vont créer ma sérotonine. Très juste. Alors, dès qu'on va voir, parce que le cerveau, lui, que tu réalises sur le fait, la situation, soit une marque de tendresse ou autre, ou que tu penses et repenses à cette marque de tendresse, le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre la réalité et le souvenir. L'idée qui passe, c'est tout. Exactement. Alors, on peut, d'emblée, si on veut se faire des petits plaisirs, on peut se booster à la sérotonine juste en se remémorant des situations agréables, juste revisiter nos victoires. Puis aussi, on peut le faire, sais-tu, de quelle façon? À s'habilitant à se détendre et à méditer. Oui. Parce que méditer, en fait, tout le monde dit méditer, la méditation, mais c'est pas sorcier méditer. S'asseoir un instant, juste se recentrer sur le moment présent, juste écouter qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Écouter notre corps, écouter les symptômes de notre corps. À partir de là, juste par cette centration, et c'est une sensation agréable qui en sort, puis bien sûr, on va ressentir le boost de la sérotonine. Oui. Sérotonine, sérénité, ça se ressemble beaucoup. Alors, si on regarde, Sébastien, bien sûr qu'il y a d'autres... il y a d'autres hormones qu'on peut aussi stimuler. Oui. Je te pose la question. Si on prend café, nicotine, alcool, cannabis, quel genre d'hormones ça stimule? La dopamine, entre autres. Bien, oui, mon ami. C'est facile à retenir. Hein? La dopamine, on se dope. On se dope au café, on se dope à nicotine, à l'alcool. Pourquoi? Parce que cette molécule-là, de la dopamine, elle va permettre de la communication au sein du système nerveux. Puis là, ça influence directement le comportement. Absolument. Et c'est pour ça que plus on va utiliser des moyens de ce genre, plus on stimule la dopamine et plus on risque d'avoir des conséquences dévastatrices. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de se défaire et de ces comportements-là, parce que la dopamine entraîne justement la répétition de ces comportements. Oui, et la répétition de ces comportements en font des habitudes qui fait que c'est le chemin facile et rapide qu'on utilise tout le temps si on n'est pas conscient de... Et c'est de là qu'on peut être dépendant. Voilà. Et c'est ça, la dépendance au café. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs vivent des dépendances, mais moi, personnellement, le café, si je cesse de prendre du café et que je décide de me sevrer, j'ai mal à la tête pendant 3-4 jours. Mais ça, c'est bon signe. C'est preuve que tu as une tête. Ah ben oui, pour ça, on peut dire que j'ai une tête. Mais
Le fait de savoir que je suis dépendante du café, j'aime moins ça, par exemple, Sébastien. J'aimerais mieux ne pas être dépendante. Non, oui, évidemment, se sentir libre. Oui, parce que pas être dépendant, c'est d'être libre, effectivement. Mais je dirais, par contre, si prendre le café, ça représente aussi un plaisir. Oui. Alors, c'est tout le juste milieu. Le fait de se sentir mal parce que je suis dépendant du café, c'est juste si je pense que je suis dépendant du café. Si je le prends à chaque fois que je le trouve bon, mon café, puis qu'il n'apporte pas d'effets secondaires néfastes, ça peut juste rester un plaisir, non? Oui. Bien, tout est dans la question du dosage. OK? À partir du moment où, même si je sais que j'ai une certaine dépendance au café, est-ce que je subis des conséquences vraiment désavantageuses? Parce que la dépendance et la conséquence, plus elle est désavantageuse, plus à ce moment-là, si ça l'atteint même, parce que je prends du café et je deviens stressée, anxieuse et ça me stimule, mais à partir de là, vaut mieux pas prendre de café. Mais de mon côté, même si ça me stimule, si j'en prends pas, je suis de mauvaise humeur. Alors, c'est bien mieux d'en prendre. Pour le bien-être de ton entourage, c'est beaucoup mieux que tu restes dépendante au café. Et oui, et à qui dites-vous? Ben, je pense pas que je suis la seule. Les auditeurs et les auditrices ont sûrement la même petite dépendance. Il y a bien des chances, oui. Oui, c'est risqué qu'on ait certains auditeurs qui vivent cette dépendance au café. Mais si c'est ça ta plus grosse dépendance, dis-toi que c'est pas si tant pire. Oui, effectivement. Mais j'aimerais aborder une autre molécule que notre cerveau, il y a une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Oui. Est-ce que tu sais, puis probablement tu connais des gens, tu sais ce genre de personnes qui décident là, que pour eux, vivre un boost d'adrénaline, soit en faisant en ayant des comportements dangereux, soit... Des occasions intenses. Oui. Tu sais, les sauts élastiques. Le bungee. Le bungee qui s'appelle, oui. Se tirer en bas d'un hélicoptère en parachute, sans savoir s'il va ouvrir. Ouais, moi, je le ferais pas, là, parce que je suis un peu... j'ai jamais essayé, d'ailleurs, de sauter en bas d'un avion, ça m'est jamais arrivé. Mais sauf que des gens qui vont devenir accros à cette hormone d'adrénaline. Oui. Ils vont chercher des moments intenses, ils vont être adeptes justement à ces sports extrêmes parce qu'ils cherchent justement cette drogue, cette dopamine, cette adrénaline qui leur procure une sensation extraordinaire. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils font au risque de leur vie. Parce que plus les gens utilisent ces moyens-là, plus ils se boostent à l'adrénaline, plus ils deviennent accros. Le système en demande. Exactement. Oui. Plus les gens deviennent accros. Dépendants, oui. À leurs propres hormones. Ils s'auto-intoxiquent toutes seuls. Alors, c'est une partie de comment les gens peuvent avoir l'impression d'être heureux parce que ils vivent des sensations de plaisir. Alors, bien sûr qu'il y a aussi, on peut se souvenir, pour tirer la conclusion, on peut se souvenir qu'il y a des moyens simples et efficaces pour se procurer du plaisir, vivre des émotions positives comme l'amour, l'amitié et se rappeler des choses agréables. Tout ça stimule la sérotonine sans risquer de tomber dans l'excès, sans risquer de tomber dans la dépendance. Et bien sûr que c'est de cette façon qu'on peut apprendre une partie du bonheur causé par le côté de notre système. Des hormones. Les hormones, oui. Exactement. Alors, un petit peu de musique? Ben, ceci étant dit, on pourrait bien aborder justement un peu de musique pour nos oreilles. Pour nos oreilles, nos auditeurs. J'ai quelque chose qui va te faire bouger le cœur. OK, merci. 3, 1, à votre émission Apprendre à vivre heureux avec Estelle et Sébastien. Alors, avant la pause, Sébastien, on parlait du bonheur. J'aimerais ça qu'on puisse aborder le plaisir. On a vu tantôt le plaisir, là, procuré par les hormones là, qui sont dans notre système. Là, on pourrait peut-être aborder le bonheur sous la définition de c'est quoi le bonheur? Est-ce que toi, tu pourrais me situer? Toi,
qu'est-ce que tu entends par le bonheur? Moi, personnellement, Oui. je dirais que c'est un état d'esprit quand ça va bien dans ma vie et ça va bien dans ma tête. OK. À ce moment-là, je suis heureux, tout va bien. OK. Mais moi, j'entends déjà, j'entends, pas répète, j'entends Faites et répète. Oui, faites et répète. J'entends les auditeurs, là, nous donner leur définition, probablement, du bonheur. La plupart des gens vont croire que le bonheur est strictement associé à avoir la santé, avoir un travail, avoir des enfants, une relation amoureuse à leur goût, avoir de l'argent. Et on va centrer le bonheur strictement sur les possessions. Alors, est-ce que tu crois que juste la possession est suffisant pour être heureux? Jamais. Pourquoi? Jamais. On a des exemples partout à travers le monde où des gens ont absolument rien et réussissent à être heureux, à se procurer une belle vie, sont satisfaits de leur sort et pourtant ils ont matériellement absolument rien pour, du moins pour rivaliser avec ce que nous, on peut avoir. D'accord, puis on va prendre le contraire. Il y a des gens qui sont absolument riches, et connus, célèbres. populaires, Oui. puis qui s'en suicident parce qu'ils sont Exact. malheureux et incapables d'apprécier la vie. Exactement. Alors pourquoi, selon toi, tu passes à l'acte de suicide? C'est pas parce qu'ils n'ont pas bateau, sortie, maison et C'est voyage. parce que clairement, si tu n'as pas la faculté d'être heureux avant d'avoir du matériel, tu n'auras pas nécessairement plus la faculté d'être heureux avec le matériel. On va être peut-être plus précis que ça. Le bonheur, là, d'une part, bien sûr, c'est être en mesure d'obtenir une partie de ce qu'on désire. Mais il y a une partie du bonheur qui est composée de ce qu'on ressent. Oui. Et c'est les émotions Totalement. qui nous habitent. Oui. La preuve, c'est moins on a ce qu'on veut, plus on est habité d'émotions négatives, plus on est malheureux. Absolument. Même si une personne n'a pas ce qu'elle veut, exemple, une personne qui est handicapée, paraplégique, on peut retrouver chez ces personnes qui sont heureuses, ces personnes-là. Une sérénité, un plaisir de vivre. Exactement. Parce qu'elles ont appris à accepter la situation, accepter les choses qu'elles n'ont pas. Elles sont habituées et elles se sont amenées à accepter les situations qui ne sont pas sous leur contrôle. Et à ce moment-là, elles peuvent apprendre à vivre une situation difficile par cette acceptation-là, mais de la vivre en paix. Affronter sereinement ce que la vie nous réserve. Exactement. Alors, si on voit les gens, s'ils veulent être plus heureux, bien, je pense que la première chose, c'est qu'on peut peut-être tenter de faire la liste de ce que j'aimerais. Qu'est-ce que me procurerait un certain plaisir, comme on disait tantôt. Mais à partir du moment où ces choses-là ne sont pas accessibles, il reste une chose à faire, c'est d'accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Ma maigre expérience à moi me fait comprendre que l'acceptation, c'est 90% des solutions de nos problèmes émotifs. Exactement. L'acceptation et l'amour, de l'amour pour soi, à mon avis, ça règle quasiment tous les problèmes. Exactement. Parce que quand tu parles d'acceptation, c'est si une personne s'offusque, si une personne se met à injurier les situations, les événements, les comportements des autres, bien sûr qu'à partir de là, elle va vivre autant de colère, elle va vivre du mépris, elle va vivre des émotions désagréables. À chaque fois que je pense que l'autre n'aurait pas dû faire ça, ça me fait chier. Exactement. C'est cette façon de penser et c'est là la clé de comment on peut apprendre à gérer nos émotions, Sébastien. En se disant que les autres ont le droit de faire ce qu'ils font. Et à l'inverse, j'ai aussi le droit. Si je donne le droit aux autres de faire ce qu'ils veulent, j'ai aussi le droit de penser à moi et de faire ce qui me plaît. Effectivement. Alors ça, c'est là la liberté, là. Apprendre, être assez libre, pas se laisser embarquer dans des situations, puis de regarder des situations avec des yeux négatifs et de mettre des exigences. Un devrait, l'autre devrait pas, l'autre devrait, et la situation ne devrait pas arriver. À toutes les fois qu'on a en tête cette façon de voir
la vie avec des obligations et des exigences. Je dirais le mot devoir conjugué à tous les temps, c'est néfaste dans notre pensée. Exactement. As-tu remarqué que si tu te dis « il ne devrait pas », Ça me met le feu au cul. oh, Puis quand je me dis « j'aurais donc pas dû », je me tape sa tête. bien, c'est deux façons de se servir de marteau, sa tête de l'autre ou sur sa tête à soi. Bien sûr. Alors, cette façon de se parler, il est très important de se rendre compte que tout part de notre interprétation des situations. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter, se soumettre à tout et approuver tout. On va faire la distinction entre approuver et accepter. Mm. Je peux accepter que mon voisin laisse, exemple, traîner ses poubelles, mais je peux ne pas J'approuve l'approuver. ça. Oui. Je peux ne pas l'approuver. Et si je ne l'approuve pas, si je vis moins de colère en disant, ben lui, c'est sa façon de voir, c'est son idée à lui, à partir du moment où j'accepte que sa propre vision des choses, ben je vais être plus habile à dire ce qui fait pas mon affaire, sans moi être pompée, être en colère et créer des dynamiques, des relations difficiles et agressives envers les autres. Moi, dans ma tête, je me dis tout le temps, ils ont le droit. C'est tout, ça finit là. OK. Je ne veux pas continuer la mécanique plus loin qu'ils ont le droit. Pourquoi ils le font, je ne le sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment de bonnes raisons. Peut-être que dans leur tête, ils ont une bonne raison de faire ce qu'ils font aussi. Je ne le sais pas. Je ne connais pas l'historique des gens qui sont autour de moi. Mhm. Pourquoi ils le font, ça peut peut-être me déranger, m'offusquer, m'insulter, mais à la limite, ils ont le droit. OK. Mais quand on reconnaît le droit à l'autre de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on reconnaît que rien ne l'empêchait de faire ce qu'il fait, Exactement. sinon il ne l'aurait pas fait. Tu sais, il n'y a pas une loi divine qui empêchait mon voisin de ne pas mettre ses poubelles Non, tout proche dans la rue. Il n'y a Là. même pas aucune loi divine qui empêche personne de tuer son voisin si ça y tente. Effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on approuve. Non, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de le faire non plus. Non, au loin de là. Mais Avoir la possibilité de le faire, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de le faire. tout à fait. Très judicieux, mon ami. Alors, ici, je pense que ce qui est important pour nos auditeurs, c'est qu'on puisse prendre en considération que si on ressent des émotions désagréables, la principale raison ou la principale cause de ça, c'est la façon dont on interprète les situations. Oui. As-tu remarqué qu'une même situation, deux personnes vont réagir complètement différemment? Mhm. Alors, moi, je me souviens, un patron me demande à son bureau, bien sûr que moi, je n'avais pas la même idée que ma voisine, ma collègue. Et quand le patron nous a demandé à passer au bureau, elle était toute anxieuse que ce que j'ai fait de pas correct, alors que moi, je pensais Tu que... t'attendais à une promotion. Ben oui, c'est ça. Alors, tu vois que se faire dans la même situation, on peut se rendre compte que chaque personne va réagir différemment. Mhm. La situation, elle est la même, reste la même, mais dépendant de notre façon qu'on va interpréter la situation, Oui, bien, cette façon-là va causer une émotion ou une autre. oui. Selon les idées qu'on nourrit dans notre tête. Exactement. Mais ces idées-là, bien sûr, il ne faut pas oublier que nos expériences de vie, Ah oui, notre culture, notre éducation cheminement, notre entourage va- qui affecte, oui, va influence totalement. influencer Oui. notre façon de penser. Mais quand même, je crois qu'à l'origine, on peut décider de choisir de changer n'importe quand. Oui. C'est pas obligé d'être long et d'être compliqué. Je pense que ce qui est long et compliqué, c'est nous qui retenons. Mais si on laisse aller, on a la possibilité de pouvoir changer rapidement, si on le veut, consciemment, Oui. avec les Il efforts. faut prendre le temps de le faire. Combien de fois qu'on ne se rend même pas compte que qu'on a des pensées en tête. Tu sais, moi, je vois là, la pensée comme un hamster, hein, et qui tourne dans sa cage. On est dans le passé. Ah, mon Dieu, mon père aurait dû, ma mère aurait dû, l'autre n'aurait pas dû. On est dans le futur. Ah, mon Dieu, s'il fallait que ça arrive, telle situation. Et on est dans le passé, puis on est dans le futur, puis notre hamster, là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Ah oui, puis entre les deux, il va et vient rapidement, facilement.
une idée en entraîne une autre de façon totalement aléatoire. Hein. Exactement. Ça ne prend pas des grosses connexions dans notre esprit pour switcher d'un bord à l'autre. Alors, ces idées-là viennent tellement rapidement que bien souvent, on ne se rend même pas compte qu'on pense. Mais quand même, il y a des émotions qui sont générées par ces pensées inconscientes-là. Exactement. Et c'est ça qui est important de saisir, que si on peut apprendre juste à s'écouter, juste apprendre à penser, ben écoutez, c'est pas facile, là, mais c'est comme écouter un film et revenir en arrière sur le film pour le regarder par séquence. Penser à nos pensées. Oui, penser à nos pensées, tout juste. C'est pas facile de penser à ce qu'on pensait. Mais il faut d'abord le vouloir. Désirer, oui, vouloir penser, vouloir tenter. Il faut vouloir faire l'exercice, sinon instantanément, elle ne se fait pas toute seule dans notre esprit. Bien sûr qu'avant d'agir, il y a toujours une pensée. C'est sûr. Alors, vouloir, avoir la pensée que ceci, ça ferait mon affaire, j'aimerais le faire. À partir du moment où on a le désir, bien là, on peut s'asseoir puis tenter de penser à ce qu'on pense. Oui. Mais pour nos auditeurs, là, juste ramener combien de fois on est dans notre auto, puis on conduit, puis on sait même plus, on n'a plus le sens de la route, on sait plus presque où on est rendu. Pourquoi on appelle ça perdu dans ses pensées? Parce qu'on est vraiment perdu dans nos pensées. On n'a pas conscience de nos pensées. On risque de se perdre dans l'auto aussi, parce que des fois, quand ça m'arrive, là, je prends plus les bonnes sorties. Mais une bonne façon, un bon travail, juste en s'amusant, personnellement, d'apprendre à se conscientiser. J'aime souvent répéter, enlever le mot devoir de votre vocabulaire, pas du dictionnaire, mais de votre vocabulaire. Ça l'oblige à faire des structures de phrases différentes, à penser autrement pour éviter, contourner ces mots-là qu'on répète régulièrement, automatiquement, qui génèrent tout de suite une émotion désagréable. Il y a rarement une émotion positive qui suit une obligation comme devoir. Exactement. Alors, si on regarde, il y a bien souvent les gens qui sont stressés, ils ne se rendent pas compte, mais ils ont des mots semblables à ceux-là en disant « il faut la pensée, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, faudrait pas que ça arrive, faudrait que ça arrive ». Et à partir du moment où la personne est ancrée dans les « il faut » puis les « il faut pas », elle ne se rend pas compte, mais elle est en train de vivre des émotions désagréables. Oui. L'anxiété, surtout, Puis on est-tu bon de ça, des scénarios? Oui, puis l'anxiété génère facilement de l'anxiété. C'est une émotion qui se nourrit elle-même facilement, qui peut durer longtemps. Exactement. Alors, plus on a dans la tête les « il faut », les « ça devrait arriver », « il faut que ça arrive », à partir de là, on va s'inquiéter. Combien de parents qui nous écoutent actuellement, qui s'inquiètent pour leur enfant? Quand l'enfant est sorti, bon, il n'est pas arrivé, il est 10 heures. S'il fallait que, ben oui... J'ai entendu ça une grande partie de ma vie. S'il fallait qu'il arrive un accident, s'il fallait qu'il ait pris plus d'alcool que prévu, s'il fallait qu'il se prenne dans quelque chose qui n'a pas d'allure. À partir de s'il fallait, la personne, le parent est en train de vivre énormément d'anxiété. Absolument. Puis as-tu remarqué que la plupart du temps qu'on s'en fait avec s'il fallait, là, qu'on s'imagine tout son effort... Ça ne change rien à la réalité. Puis en plus, la plupart du temps, des choses qu'on s'est inquiété, on s'est rendu compte qu'ils ne sont même pas arrivés. On s'inquiète absolument pour rien. En se racontant des histoires. On aime ça, se raconter des histoires. On est bon là-dedans. C'est-à-dire qu'on est habitué. Tu sais, notre façon de se parler, bien, c'est issu d'une éducation. Tu sais, moi, j'entends souvent en clinique, les gens me disent « Ah oui, mais moi, mon père aussi, il est anxieux. » On est anxieux de nature. De famille. De famille. On entend ça comme souvent. Si c'était d'un gène que ça se transmettait par la pensée. Exactement. Alors, on n'est jamais anxieux de par les gènes. On est anxieux, bien souvent, parce qu'on a appris les mêmes... le même langage que les parents, en évitant, en ayant les mêmes langages,
toutes les exagérations des dangers, puis s'il fallait, et toutes les insupportables que les gens disent qui sont... Intolérable, Hein? insupportable, Exactement. oui. Tout ce qui est plus grand que nature. De toute façon, on s'éloigne un petit peu de ce que j'aimerais ce soir aller davantage, ça serait de commencer à trouver des situations. Je dis, chaque personne qui est à l'écoute, là, est-ce que vous seriez en mesure de vivre la même émotion à la même intensité si vous viviez les situations suivantes? Posez-vous la question. Alors, vous, comme personne, avez-vous déjà, si vous avez à rencontrer des nouvelles personnes, comment vous sentez-vous? Si votre conjoint, votre ami a à rencontrer une nouvelle personne, est-ce qu'il réagit pareil? Si, bon, prenons un autre exemple. Mettons, moi, je me réponds à tes questions Oui. à la place du monde. Parce OK. qu'ils ne peuvent pas toutes répondre à notre place. Là. Ben oui, ils ne sont pas OK. là, mais en passant, on pourrait peut-être signaler, Sébastien, que les gens qui veulent nous communiquer leurs commentaires, poser des questions, ils peuvent nous rejoindre à Vivre Heureux à commercial à 1031fm.ca. Tu nous répètes ça, s'il te plaît? Oui. Alors, comme le titre de l'émission, Vivre Heureux à commercial à 1031fm.ca. Les gens peuvent nous envoyer commentaires ou questions. Des suggestions aussi. Des si suggestions, jamais. très juste. Alors, je reprends ma question. Comment se fait-il que toi, si tu as rencontré de nouvelles personnes, comment tu vas réagir? Moi, je me sens anxieux. OK. Est-ce que l'ami là, que tu connais, n'importe quel ami ou un proche, prend quelqu'un de ton entourage, est-ce que cette personne-là va vivre la même chose que toi? Assurément pas. Pourquoi? Parce que j'ai des amis qui ont beaucoup plus de facilité à aller vers les autres que moi. OK. Fait qu'on voit ici que la situation, rencontrer de nouvelles personnes, qui est la même situation, Oui, pour toi, c'est une occasion d'anxiété. absolument. Et pour l'autre, peut-être une occasion de plaisir. plaisir. Super. On va en prendre un autre. Vous savez, on entend souvent parler la personne, gagner le million. Ah, que j'aimerais donc ça l'entendre fort dans mes oreilles, oui. Mais, par contre, est-ce que si vous gagnez le million, est-ce que votre conjoint vivrait les mêmes émotions à l'idée de gagner le million? C'est bien embêtant, hein? Je pense pas non plus. Parce qu'on n'a pas toute la même idée de ce qu'on peut faire avec ce montant substantiel-là qui apparaît. OK. Alors, il y a des gens même qui, à l'idée de gagner le million, au moment où ils gagnent, peuvent être très heureux. Ils vont vivre l'extase, le plaisir. Mais quelques Quand vient temps le temps plus de le tard, partager, c'est une autre émotion qui apparaît. oui, mon cher. Alors, on voit que gagner le million en soi, c'est pas un gage de bonheur, un Non. gage d'émotion agréable. Mais ça peut être un gage d'émotion agréable pendant quelques instants. Bien, J'imagine que ça fait plaisir à tout le monde de savoir qu'on a gagné quelque chose. bien, ou probablement, mais Sauf une peine de mort, peut-être. ben, si on dit que la personne qui dit « Moi, si je n'aimerais pas gagner le million parce que je ne saurais pas quoi faire avec, je serais mal pris. » Ah, ben mon Dieu, vous avez notre adresse Internet. Si vous ne savez pas quoi faire avec, appelez-moi, je m'en vais vous arranger ça. Tout à fait. Mais je te propose une autre situation. OK? Aux personnes qui sont à l'écoute, là, on vous propose de passer une vacance, exemple, à gravir une montagne. Est-ce que vous croyez que votre conjoint va réagir de la même façon si vous lui proposez ça? Tu veux dire si, genre, toi, tu gagnes ou si ton conjoint gagne ou si toi, tu gagnes, est-ce que ton conjoint va réagir de la même façon que toi quand Non, tu je gagnes? te parle de gravir une montagne. Ah, de graver la montagne. Tu ne me suis pas. Alors, c'est sûr que si tu n'as pas envie de graver la montagne, ça va sûrement pas te faire plaisir de gagner une excursion en montagne. Exact. Alors, vois-tu, c'est la même situation et une personne va vivre peut-être du plaisir, de la joie, de passer un moment puis gravir une montagne, tandis que l'autre, pour elle, ça ne répond pas à ses attentes. Non, ça ne représente aucun plaisir. Aucun plaisir. Alors, c'est la même situation. Alors, c'est les idées qui changent. Puis je vais en proposer une, celui d'être en couple. Si on vous propose d'être en couple,
puis que tu es déjà en couple, peut-être tu vas dire non. Mais est-ce que là, un peu de sérieux, mon ami Sébastien, mais si on propose d'être en couple, Sébastien, est-ce que toutes les personnes qu'on propose d'être en couple, ces personnes-là réagissent de la même façon? Non, sinon il n'y aurait pas autant de divorces. Exactement. Alors, à partir de là, on voit que toute situation qu'on vit, ces situations-là n'ont pas en elles-mêmes le pouvoir de nous causer nos émotions, mais ça va dépendre de la façon dont on va interpréter ces situations-là. Mes proches vont trouver ça fatigant, parce que je le répète tout le temps. C'est comme le lion n'a pas la possibilité de te faire peur, mais l'idée que le lion peut te manger, ça crée la peur. Exactement. Si je mets des barreaux entre toi et le lion, tu n'as plus peur du lion, ça devient un attrait touristique. Si j'enlève les barreaux, là, tu as l'idée que peut-être le lion peut te manger. Là, le lion te crée de la peur. Mais en fait, les lions n'ont pas le pouvoir de rien. Les occasions n'ont pas le pouvoir de rien créer. C'est tout le temps ma perception de l'occasion qui se présente. Effectivement, parce que dans le fond, c'est une question de cause à effet. La cause de nos émotions ne réside pas dans la situation en elle-même. Non, c'est toujours dans ma façon de percevoir cette situation-là. Exactement. Parce que si on mettait si c'était la cause de nos émotions résidait dans les situations, nous devrions, toutes les personnes face à la même situation, vivre tous la même émotion. Mm-hmm. Je vais prendre un dernier exemple avant d'aller à la pause. Si on regarde un film, on est une dizaine de personnes, nous écoutons un film, on regarde un film. Est-ce que toutes les personnes qui regardent le film vont ressentir, toutes ces personnes-là, les mêmes émotions? Ben non. OK. Pour toi, c'est facile, Sébastien, de dire non. Mais... Pour moi, c'est facile. Je suis hyper réactif à absolument tout. Fait que c'est sûr. Mais n'empêche que devant un film d'amour, il y en a qui vont se mettre à pleurer, puis il y en a d'autres qui sont incapables de rester assis pour l'écouter parce que ça les motive pas du tout. Exactement. Alors, ceci pour dire que lorsque le film est projeté, ce n'est pas le film, ce n'est pas l'extérieur qui va causer les émotions des spectateurs, mais c'est bien plus la façon que les gens vont interpréter le film. Mm-hmm. À partir du moment, ces interprétations ne viennent pas toutes seules, on le sait, on en a parlé tantôt. Selon nos goûts, notre culture, notre entourage. Puis notre éducation, puis notre cheminement, puis nos expériences de vie. En fait, de tout ce qui fait que nous, on est nous. Exactement. À partir du moment où le film est là, nous avons une interprétation, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit conscient ou pas, et c'est cette interprétation-là qui va être la cause de nos réactions émotionnelles. Et de là, si on est de plus en plus conscient de ce qu'on se dit dans notre tête, si on est de plus en plus conscient de la façon dont on se parle dans notre tête, plus on va être conscient de ça, plus on va apprendre à identifier. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les émotions qu'on vit, chaque groupe d'émotions sont causées par des façons précises de se parler. Penser, oui. Exactement. Les mêmes pensées créent toujours les mêmes émotions. On pourra en parler une prochaine émission. Mais du fait juste de se rendre compte que ce n'est pas mon conjoint, mes enfants, la job qui me stresse, mais que c'est ma façon de voir la situation qui me stresse, et ces émotions-là que je vis, c'est moi qui les cause avec ma pensée, on commence à être libre des autres. Voilà. C'est pas le lion qui crée ma peur, c'est la pensée que le lion peut me manger. Exactement. Fantastique. Alors, de ce fait, cessons de responsabiliser les autres pour nos malheurs. Cessons de responsabiliser les autres pour nos émotions. Quand on dit à l'autre, tu m'enrages, tu m'énerves. Tu m'as blessé, tu me fais de la peine, alors tu me rends heureux. Hein? C'est la même chose d'un côté comme de l'autre. Tout à fait juste, Sébastien. Alors, de ce fait, être libre, c'est reconnaître que ce sont nos pensées qui nous rendent, qui causent nos émotions agréables ou désagréables, et qu'on peut travailler à changer ces pensées-là quand elles sont négatives, déraisonnables, irréalistes,
pour arriver à changer et à moduler nos émotions. C'est toute l'art, là. Les idées irréalistes, ce serait un bon sujet, ça, pour une semaine à venir. Bien sûr qu'on va en parler, mon cher ami. Alors, avant d'aller à la pause, on va juste analyser. On va faire un résumé. Cessons de croire que les autres sont responsables de nos états émotionnels. Plus on est libre, c'est reconnaître que nous avons des émotions qui sont causées par nos idées, nos croyances, nos interprétations. Plus on se responsabilise de ce fait, plus on voit que la réalité est que l'extérieur n'a aucun pouvoir de nous causer nos émotions intérieures, plus on admet ce fait, plus on travaille sur nos idées, plus on peut apprendre à être heureux. Et voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Estelle. Merci, Sébastien.